Bonjour, bienvenue sur ce cours dans lequel je vais vous expliquer quels risques vous prenez en utilisant les huiles essentielles. On va essayer de mettre les choses au point en ce qui concerne toutes ces idées relatives aux huiles essentielles carcinogènes, toxiques, irritantes ou abortives par exemple. Donc ce cours est très important. Il a vraiment pour but d'éliminer une bonne fois pour toutes des idées préconçues. Et j'en entends beaucoup. J'en entends dans les questions des participants à mes cours ou à mes conférences. Et c'est vrai qu'il y a un grand nombre de personnes quand même qui s'intéressent aux huiles essentielles, en dilettantes, et qui vont écrire des choses qu'elles ont lues au hasard d'un article sur le net ou dans un livre, et souvent hors contexte. Mais en tout cas, ça devient de la désinformation. Ça devient plus de la désinformation que de l'information, on appellerait ça de l'intox. Et donc ça perturbe beaucoup ceux qui lisent tout ça et qui ne savent plus vraiment que croire. Et il n'y a que dans un cours formel ou dans une école d'aromathérapie ou dans des conférences données par des experts qu'on va obtenir de réelles informations qui sont, elles, fondées. Alors, ce que je vous offre là, c'est l'association de mon humble expertise d'aromathérapeute holistique et l'appui d'extraits de cours que j'ai pris avec Robert Tisserand, qui est, je dirais, monsieur sécurité des huiles essentielles. C'est toujours vers lui qu'on se retourne dès qu'il s'agit de vérifier l'innocuité de quelque chose en termes d'aromathérapie. Et donc lui a écrit beaucoup de choses sur tout ce qui est carcinogène, anticarcinogène, etc. Et donc les informations que je vais vous donner ici sont issues principalement de mon expérience, mais aussi de tout ce que j'ai appris depuis Robert Tisserand, donc issu de la recherche. Et au bout du compte, ça fait un mix quand même assez pratique à connaître. Alors, bon, ça c'est moi. Là, c'est une photo qui a été prise de moi pendant une conférence de NAHA. NAHA, c'est l'association de référence ici aux États-Unis, National Association for Holistic Aromatherapy. Et j'en fais partie des membres actifs. Et donc, c'est ce qui me permet justement d'aider le plus possible ceux qui aiment l'utilisation des huiles ici aux États-Unis à savoir comment correctement les utiliser. Ça va jusqu'aux personnes qui les vendent et qui ont besoin de savoir qu'il y a des règles dans la façon de présenter les huiles, de les conserver, de les garder en état, qu'elles ne deviennent pas toxiques quand quelqu'un les achète. Donc, la conférence à laquelle j'étais, là, c'était à Salt Lake City. C'est quasiment tous les ans que NAHA fait, enfin tous les 2 ans, que NAHA fait un énorme, comme ça, une sorte d'énorme, je dirais, colloque d'aromathérapie holistique, de façon à ce que tous les experts se réunissent et tous les professionnels soient là aussi et puissent en profiter et puissent du coup propager ce que la recherche vient d'identifier, vient de trouver sur l'usage des huiles essentielles, sur leurs propriétés, sur leurs effets, et surtout sur leur innocuité. Donc, maintenant, si vous êtes là, au moins grâce à ça, vous allez faire partie de ceux qui auront appris quelque chose théoriquement sur la toxicité des huiles essentielles, du moins je l'espère. Alors, au menu, on va voir quel est vraiment le risque d'utiliser les huiles, ok ? D'où vient cette idée des carcinogènes partout, les substances toxiques dans les huiles essentielles? On va voir que tout est dans la dose. On va voir ce que sont ces substances carcinogènes. On va voir que signifie une huile riche en phénol. On va voir comment ça s'applique sur les enfants, à quelle valeur thérapeutique on peut s'attendre. Quelles sont les règles en termes de cancer hormonodépendant? Quelles sont les huiles potentiellement toxiques? Et puis, qu'est-ce qu'on fait en cas de grossesse? Okay. Alors, ce vrai risque. Lorsqu'on parle de toxicité, il est important de comprendre la différence entre la menace et le risque. Donc là, ici, je vais citer encore une fois Robert Tisserand parce que c'est une référence. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit qu'une substance qui est neurotoxique, phétotoxique, donc toxique pour un fœtus ou carcinogène,
va représenter une menace, mais pas forcément un risque. Le risque, c'est plus la menace ajoutée à l'exposition. C'est-à-dire que l'exposition, c'est la dose, la voie d'administration, la fréquence et la durée. Et il faut encore qu'il y ait un vrai risque, c'est-à-dire la menace qui vient se rajouter à tout ça. Donc, dans cette histoire de menace, dans ce risque, qu'est-ce qu'on doit considérer? C'est la biodisponibilité. En quoi le produit va vraiment atteindre la circulation sanguine? Combien de ce produit va atterrir dans la circulation sanguine? Quels changements métaboliques vont se produire dans la substance d'origine? C'est quelque chose qu'il n'y a pas à craindre lorsqu'il n'y a pas d'ingestion. Donc ici, moi, je vais vous parler de moyens d'utiliser les huiles essentielles sans ingestion. On va pas les faire avaler. Donc, quand il n'y a pas ingestion, il n'y a pas de changement métabolique. Il n'y a pas de digestion. Quand il y a digestion, il y a une transformation chimique. Donc là, il n'y en a pas. La présence d'autres substances aussi peut être un facteur de risque. Et là, c'est les carcinogènes qu'on va trouver partout. Dès qu'on les cherche, on en trouve partout. On en trouve dans la peinture, les produits d'entretien, les cosmétiques, les aliments, l'air qu'on respire. On trouve des traces de plomb partout maintenant, dans le sol, dans les plantes, dans l'eau qui passe dans le sol. Les carcinogènes humains les plus connus, donc on connaît le plomb, mais il y a aussi l'acétaldéhyde, le formaldéhyde. Il y a plein de choses comme ça qui sont présentes dans les fruits, les légumes, les produits laitiers, la viande, le poisson, et on en consomme tous les jours. On en consomme tous les jours. Et ces aliments-là ne sont pas considérés pour autant dangereux parce que ces toxines sont présentes en très petite quantité. Bon, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'elles sont présentes en très petite quantité, mais elles peuvent tout à fait s'accumuler si notre organisme ne fonctionne pas correctement, ne sait pas les éliminer justement. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, les huiles essentielles sont très pratiques parce qu'elles vont stimuler les organes émonctoires. Elle facilite l'évacuation des toxines, justement. Le simple fait d'utiliser une huile, justement, la plupart du temps, sert de stimulant à l'évacuation, de mini-détox. Donc, de ce côté-là, au moins, l'usage des huiles essentielles permet d'éliminer les toxines auxquelles on ne peut pas échapper tous les jours. Eh bien, c'est pareil dans les huiles essentielles. Et dans les extraits botaniques, d'ailleurs. Tous les extraits botaniques. Les huiles essentielles, les extraits de plantes, les aliments, tous peuvent contenir des substances toxiques dangereuses en très petite quantité. Et on ne va pas les considérer dangereuses pour autant, on est bien d'accord. Les huiles essentielles, on sait que ça les... Bon, je veux dire, il y a beaucoup de produits alimentaires comme les huiles essentielles qui seraient complètement carcinogènes avec ces substances toxiques, mais parce qu'elles en contiennent qu'un tout petit peu, il y en a un tout petit peu, et il y a aussi la présence d'antioxydants qui rend complètement anticancérigène et propre à la consommation, ces substances-là. Si on n'avait pas les antioxydants, ça serait une autre histoire. Mais je vous donne un exemple de produits qui contiennent des antioxydants qui, sans cette présence-là, ces produits-là seraient complètement impropres à la consommation, et ben c'est l'huile d'olive, c'est les feuilles de thé, c'est les fruits, les légumes, tout ça, ça serait complètement cancérigène s'il n'y avait pas d'antioxydants. Alors, je vous rappelle aussi que les huiles essentielles, la plupart du temps, sont toutes très fortement antioxydantes. On s'en sert pour faciliter l'élimination de plein de toxines qu'on avale tous les jours sans faire exprès. Donc, il faut savoir qu'à l'origine de ces substances toxiques, il y a une source mère naturelle qui, elle, n'est pas toxique. Donc tout ça pour vous dire que la seule présence d'une substance toxique ne rend pas le produit toxique. Il faut encore que la quantité de cette substance rende le produit toxique. Il y a des huiles essentielles qui contiennent des substances chimiques qui sont considérées carcinogènes, mais il faut encore qu'elles soient en grande quantité pour qu'elles soient effectivement carcinogènes. Je pense à l'estragol par exemple. Quand vous mangez de la moutarde à l'estragon par exemple, elle contient de l'estragol. L'estragol, c'est un phénol qui est trouvé en grande quantité dans l'estragon. L'estragon, c'est aussi une huile essentielle qui est très courante, qui est très bien tolérée, qu'on utilise pour des problèmes digestifs la plupart du temps. C'est pareil dans la cannelle, il y a du méthylogénol, dans le safran, dans le sassafras, il y a du safrole.
hein. Tout ça, ce sont des extraits qui sont considérés carcinogènes et pourtant, on les consomme tous les jours. Hein. Les phénols sont très présents dans des huiles essentielles fortement antivirales et antibactériennes, aussi dans les vermifuges, dans les anti-inflammatoires, et pourtant, on va les utiliser couramment, même si c'est avec précaution et à court terme, mais on est bien content de pouvoir les utiliser, ok? Parce qu'on préfère utiliser ces huiles-là, puissantes, très targetées, plutôt que d'utiliser un médicament qui, lui, va être effectivement toxique, en tout cas à long terme. Et on garde toujours des traces dans l'organisme du passage d'un médicament, ce qui n'est pas le cas avec une huile essentielle. Donc encore une fois, c'est toujours dans la dose, tout est dans la dose. Et tant qu'on respecte les règles, on en profite sans crainte de toxicité. Et il faut se rappeler que pour être véritablement carcinogène, un produit toxique doit être d'abord bioactivé par une enzyme du foie. S'il n'y a pas la bioactivation par cette enzyme, il n'y a pas de risque que le produit devienne carcinogène. Or, il y a énormément d'huiles essentielles qui inhibent cette enzyme. Ça veut dire qu'elle n'est pas active, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas bioactiver, bioactiver l'aspect carcinogène. Okay, et dans les huiles qui contiennent cette enzyme, il y en a plein. Hein. Il y a entre autres la bergamote, la camomille allemande, donc la matricaire, et puis les huiles qui contiennent de l'acide benzoïque. Hein. Alors, quelques huiles qui contiennent des phénols, qui sont très connues et courantes et qui pourraient être carcinogènes, mais qui ne le sont pas grâce à tous les autres éléments qui font partie de leur composition chimique. Eh bien, il y a le thym, l'estragon, le basilic, la sarriette des montagnes, l'origan, le fenouil, le girofle et la cannelle. Hein. Ça, ce sont vraiment des huiles extrêmement courantes. Hein, personne ne vous dit quand vous allez dans une pharmacie acheter une huile, ah non, ne prenez pas de thym pour votre rhume, vous allez attraper un cancer. Hein. Donc tout ça, ce sont des huiles courantes qui font partie d'une pharmacie familiale naturelle recommandée par beaucoup d'aromathérapeutes, hein, qu'ils soient cliniques ou holistiques, et personne ne va vous dire, surtout, touchez pas à ça. Hein. On va vous dire, par contre, enfin moi, ce que je dis, surtout en ce qui concerne le girofle et la cannelle, diluez-les correctement parce qu'elles peuvent être irritantes sur la peau. C'est absolument tout, ok? Alors il faut aussi noter que les phénols ne sont pas traditionnellement utilisés sur des enfants très jeunes, hein, justement parce qu'elles sont irritantes. On va préférer des huiles plus douces sur la peau, ou alors on va les utiliser en très petite quantité au sein d'une synergie qui contient d'autres huiles qui sont elles complètement douces sur la peau. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître et de respecter les règles d'application, parce que c'est ça qui va faire toute la différence et qui va donner la possibilité de profiter vraiment de la puissance des phénols, mais en toute sécurité. Hein. Et ça a une grande valeur thérapeutique. Il faut oser utiliser certaines huiles qui vont faire la différence, surtout aujourd'hui avec toutes les menaces de résistance microbienne aux antibiotiques. On est de plus en plus obligé, je dirais, d'utiliser des alternatives aux antibiotiques, et les phénols font partie de ces huiles qui vont considérablement nous aider avec ça. Donc les huiles riches en phénol donc, ont une très grande valeur thérapeutique en général, et donc il serait dommage de les diaboliser ou de leur préférer des médicaments. De toute façon, aujourd'hui, de plus en plus, on ne va plus avoir tellement le choix, hein, par rapport à ça. Il y aura trop de médicaments qui ne serviront plus à rien, et donc il va falloir que les gens, le plus possible, sachent utiliser les phénols. Donc je suis bien contente que vous soyez là pour que je vous explique tout ça. Hein. Donc ces phénols, il ne faut pas oublier que quand on les utilise correctement, ils sont bien plus inoffensifs que de nombreux traitements allopathiques, surtout quand ces traitements ne servent plus à rien, hein, quand les bactéries y résistent. Hein. Donc ces huiles contiennent toute une forte quantité d'antioxydants et de composants anticarcinogènes qui vont complètement contrebalancer une possible toxicité carcinogène qui est uniquement là à cause de leur composition chimique. Hein. C'est des composants qui sont identifiés, mais dont la quantité est de toute manière en plus dérisoire. On va donner l'exemple de la rose.
Tisserand parle beaucoup de la rose par rapport à ça. La rose, c'est une des huiles qu'on va mettre vraiment chez tout le monde, hein. C'est un peu la reine des huiles essentielles qu'on va utiliser dans tous les cas graves. Donc on va mettre aux gens qui sont en train de mourir, mais aussi aux nouveau-nés, aux gens qui souffrent de cancer, qui ont des maladies incurables, qui ont des problèmes d'allergie, hein. Donc c'est vraiment l'huile vers laquelle on va se tourner, même dans les cas désespérés. Si elle était toxique, ça serait catastrophique. Mais on trouve donc du méthylogénol à 3% en gros dans la rose, et la présence de ce composant pourrait être considérée comme un problème potentiel. Et pourtant, qu'est-ce que disent tous ceux qui l'utilisent tous les jours? Mon Dieu, non, on ne va pas arrêter d'utiliser la rose. Il y a trop de bénéfices à utiliser de la rose tous les jours, hein. D'accord, elle contient du méthylogénol qui est connu pour favoriser le cancer du foie, mais la rose contient aussi du géraniol. Ok. Et le géraniol, c'est une substance fortement anticarcinogène, surtout dans un cas de cancer du foie. Okay. D'ailleurs, un exemple, c'est quand quelqu'un a un problème de foie, en général, je lui propose dans mon mélange du romarin à géraniol, parce que le romarin à géraniol est particulièrement bon pour le foie, et surtout en cas de cancer du foie. Et il se trouve que la rose contient plus de géraniol, elle en contient de 8 à 22%, que de méthylogénol. Okay. Donc si vous ne regardez que le méthylogénol, vous allez vous dire, oh mon Dieu, la rose c'est dangereux. Oui, donc il ne faut pas oublier qu'elle contient surtout du géraniol en plus grosse quantité, et que le géraniol est justement anti-cancer du foie. Bon, on a essayé tout ça, on a fait des expériences sur des rats, l'expérience a montré que la rose n'était absolument pas hépatotoxique, donc toxique pour le foie. Il y a eu plein de cas de preuves scientifiques in vitro qui ont montré que la rose avait une action anticarcinogène, antitumorale sur la prostate, les poumons, les seins, le côlon. Donc de ce côté-là, faites attention à ce que vous lisez. Si quelqu'un va essayer absolument de démontrer la dangerosité d'une huile essentielle, il va vous donner une information partielle. Il va vous dire, oh, attention, il y a du méthylogénol dans de la rose. Et il ne va surtout pas vous dire, mais c'est pas grave parce que la rose contient aussi du géraniol. Okay. Maintenant, il ne faut pas oublier les antioxydants, encore une fois. Sans les antioxydants qu'on consomme tous les jours, les mécanismes de réparation de l'ADN seraient dans un sale état et on succomberait sans doute tous au cancer bien avant la puberté. Donc, ne pas considérer la présence des composants antioxydants et antimutagènes, c'est une grossière erreur. De même que c'est une grossière erreur que de ne considérer qu'une partie de la composition chimique de l'huile essentielle. Donc, les huiles riches en phénol contiennent des substances antioxydantes et antimutagènes qui bloquent l'action carcinogène. Ok, donc ce sont des substances qui bloquent l'action des substances qui pourraient provoquer un cancer. Et on a tous des cellules cancéreuses dans l'organisme, tous, ok. On ne peut pas éviter complètement les mutations, mais on peut tout à fait limiter notre exposition aux carcinogènes, et surtout, on peut utiliser des huiles essentielles qui bloquent cette action. Donc, avoir recours aux anticarcinogènes puissants et non toxiques que sont les huiles essentielles, ça nous permet de nous protéger tous les jours. D'ailleurs, c'est quelque chose que je suggère toujours à mes élèves. J'ai une formation consacrée aux femmes qui s'appelle Santé Intime, dans laquelle je leur explique ce qui est important de savoir pour réellement se protéger du cancer du sein, par exemple. Et donc, je leur dis, une mammographie, c'est bien beau, mais c'est pas ça qui vous protège du cancer. Ça le révèle, mais ça ne vous empêche pas que ça pousse. Alors qu'utiliser des huiles essentielles anticarcinogènes tous les jours, oui, ça va vous empêcher que ça pousse. En tout cas, ça va limiter considérablement les risques. Donc, à propos de ça, on va passer au cancer hormonodépendant. C'est vrai qu'on se pose souvent la question,
quoi faire en cas de cancer hormonodépendant. Alors moi j'entends des choses étranges au sujet d'huile soi-disant hormone-like et contre-indiquée en cas de cancer hormonodépendant. Donc il faut vraiment mettre une bonne fois pour toutes les choses au point. Il y a des huiles essentielles qui ne doivent pas être utilisées si la personne est à risque de développer, je dirais, un cancer du sein, de l'utérus, du col et des ovaires. Ces huiles-là, j'utilise jamais, c'est l'anis par exemple. Bon, le fenouil, ça arrive, j'aime beaucoup le fenouil. On va se méfier souvent de la sauge clarée et on va surtout se méfier du houblon. Le houblon, donc ça fait partie de ces huiles qui ont une action effectivement hormone-like. Et il faut juste savoir que si on est vraiment à risque, on va limiter l'utilisation de ces huiles-là. Personnellement, je trouve que la sauge clarée, c'est compliqué de l'éviter dans ce cas-là. Hein. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, on va vous dire évitez, 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 ne prenez pas de risques. Mais il faut surtout savoir qu'il n'y a absolument aucune preuve qui ont confirmé que ces huiles allaient être dangereuses en cas de cancer hormonodépendant. Hein. Il n'y a pas de preuve. Alors c'est vrai que il y a plus, je trouve qu'il faut beaucoup plus se méfier de la toxicité en cas de cancer qu'autre chose. C'est la toxicité qui provoque le plus de dégâts et qui déclenche le plus de maladies graves. Et c'est vrai qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent être potentiellement toxiques à différents niveaux. Et pour certaines, de toute façon, on ne les utilise jamais. Vous allez le voir, je vais vous montrer ça. Mais elles sont vraiment toxiques à forte dose. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait des bêtises, qui se sont amusés à boire une huile essentielle à la bouteille. C'est complètement idiot. Je veux dire, tout le monde connaît l'arbre à thé qui est d'une totale innocuité. Il y a des idiots qui ont été s'amuser à se faire un pari et à boire un petit flacon d'huile essentielle d'arbre à thé. Évidemment, ils ont atterri à l'hôpital. Et après, il y a eu des articles écrits sur la toxicité de l'arbre à thé. C'est clair que si on fait n'importe quoi avec, je pense que si quelqu'un se met à boire d'un coup 10 litres de jus d'orange, on va pouvoir dire aussi que le jus d'orange est toxique. Hein. Donc il faut toujours en prendre et en laisser. Et alors il y a des huiles par contre qu'il faut connaître comme étant potentiellement toxiques. C'est par exemple l'amande amère, la menthe maïs, la meure, le bouleau blanc, la citronnelle, la graine de persil. Alors là, dans cette liste, je suis sûre qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont déjà utilisé certainement la citronnelle ou la meure, par exemple. Hein. Le bouleau blanc, il y en a peut-être moins qui savent utiliser, l'amande amère aussi, et peut-être même personne n'a jamais vu une huile essentielle de graines de persil. Ça, c'est quelque chose que nous, on a été obligés d'apprendre en cours d'aromathérapie, parce que ça faisait partie des huiles obligatoires dans le cursus, que je n'ai jamais réutilisé après. L'amande amère, le danger, c'est qu'elle peut contenir de l'acide prussique, qui est donc un poison mortel. Mais aujourd'hui, l'amande amère, on vous précise sur le flacon qu'elle ne contient plus d'acide prussique. La meure, il y en a énormément qui l'utilisent. La menthe maïs, peut-être moins. Le bouleau, personnellement, je la mets systématiquement dans mes mélanges antidouleurs. C'est quand même de l'aspirine, le bouleau. La citronnelle, qui n'utilise pas de citronnelle aujourd'hui pour les problèmes articulaires, les douleurs, plein de douleurs, c'est anti-inflammatoire et puis contre les moustiques. Donc, si on vous disait demain, oui, la citronnelle, cessez d'utiliser parce que c'est toxique, vous me regardez avec des yeux grands, avec des grands yeux. Hein. Donc, il y en a toujours à prendre et à laisser. Par contre, n'essayez pas de chercher une graine de persil. J'en ai jamais trouvé en France. Hein. La dernière fois que je l'ai vue, c'était à Hong Kong quand j'ai pris mes cours. Et depuis, j'en ai plus jamais revu. Hein. Alors, il faut aussi préciser des choses pour la grossesse. Le sujet qui tue. Alors, encore, d'après ce cher tisserand, il n'y a absolument aucune preuve que les dosages qu'on utilise en aromathérapie holistique, alors ça c'est, les dosages qu'on utilise en aromathérapie holistique, c'est ce que j'enseigne, et c'est ce que j'ai appris d'après son cours à lui, il n'y a aucune preuve que ces dosages-là puissent être abortifs.
Et il dit, si certaines huiles ont une action emménagogue, leur nature est telle qu'elle ne présente aucun danger durant la grossesse. Et moi, je vais vous dire que quand je travaillais encore en clinique, j'ai eu énormément de femmes enceintes, surtout qu'en plus, ça faisait partie de notre cursus, on devait travailler sur des femmes enceintes pour passer notre examen. Et on nous a beaucoup surveillé là-dessus parce que ça fait partie des règles de sécurité qui, si on les rate, on n'a pas notre examen. Je veux dire, c'était fait partie des choses énormes à vraiment maîtriser. On a eu des femmes enceintes qui nous ont demandé de leur provoquer l'accouchement parce qu'elles en avaient marre, elles étaient en fin de terme, elles voulaient que ça sorte. Mais c'est très difficile. Utiliser les huiles essentielles ne vont pas provoquer de contractions. En tout cas, vraiment pas facilement. Les seules choses qui ont provoqué des contractions, c'était des pressions de points d'acupression, je veux dire des points sur des méridiens. Hein. Donc là, oui, mais c'est tout. C'est très compliqué d'aller aux doses qu'on utilise en aromathérapie holistique. On n'arrive pas à provoquer des contractions sur une femme enceinte. Et donc, ce que précise Tisserand aussi, c'est que si certaines huiles peuvent être toxiques, encore une fois, aux doses pratiquées en aromathérapie holistique, il y a vraiment très peu de chances que ça arrive. Hein. Donc, de ce côté-là, vous pouvez souffler un grand coup. Et il vaut mieux, de loin, utiliser des huiles essentielles correctement pendant une grossesse que des médicaments. Alors, encore une fois, pendant la grossesse, qu'est-ce qu'on nous enseigne? Il faut quand même que je vous explique ce qui est officiellement enseigné par rapport à ça. Donc encore, c'est NAHA qui contrôle ce qui est dans les sujets d'examen. Donc je vais vous dire ce que NAHA réclame en termes de sécurité d'usage pendant la grossesse. Donc il demande à ce que la muscade soit évitée, l'amande poivrée, le carvi, le laurier aussi. Hein. Tout ça, c'est considéré comme abortif. Hein, ça va provoquer l'accouchement. L'Origanum majorana, donc ça c'est une huile que j'utilise tout le temps sur tout le monde. La lavande vraie, hein, la lavandula angustifolia. Qui est-ce qui n'utilise jamais cette huile à n'importe quel moment de la grossesse? Et puis bon, le fenouil, ça je peux comprendre parce qu'effectivement c'est ce que je donne pour aider la lactation et ça peut provoquer des contractions. Mais bon, on ne va pas risquer de le faire, mais j'ai jamais vu de contraction provoquée par du fenouil. Et il y a aussi le boîtier de Virginie, mais ça, Juniperus virginiana, je n'utilise même pas du tout, que ce soit sur une femme enceinte ou pas. Hein. Par contre, muscade, on est bien contente de l'avoir, l'amande poivrée. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai fait une petite slide sur mon avis issu de la pratique, parce que là, il faut vraiment en parler. Ce que je viens de vous expliquer là, c'est des considérations fondées sur la composition chimique des huiles essentielles, encore une fois. Et donc là, les dosages ne sont même pas considérés, et ces dosages, ils sont extrêmement faibles hein, quand on fait de l'aromathérapie holistique. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai largement utilisé l'amande poivrée, la rose, la lavande, la marjolaine chez des femmes enceintes, à tous les stades de la grossesse, hein, sans provoquer une seule fausse couche. D'ailleurs, si j'ai utilisé ces huiles, c'était pour leur éviter d'utiliser des médicaments qui, eux, auraient pu leur provoquer des complications et pour soigner la plupart du temps des problèmes inflammatoires, des problèmes de toxicité, des problèmes d'infection fongique qui, là, sont un problème pendant l'accouchement et qu'on veut absolument éliminer avant. Okay. Aujourd'hui, si vous avez un problème fongique pendant une grossesse, on va vous doter un médicament qui est mauvais pour les reins et le foie. C'est pas du tout le cas chez une marjolaine à coquille qui est fortement antifongique hein, et qui de toute façon ne va pas provoquer l'accouchement. J'ai jamais vu ça. Par contre, j'ai toujours évité le cyprès parce qu'il est trop diurétique. J'ai jamais pensé à utiliser le laurier, le carvi ou le cèdre de Virginie hein, sur une femme enceinte. Par contre, la muscade. Alors oui, la muscade sera toxique à long terme, mais sur n'importe qui. Mais on est bien contente de l'avoir en cas d'infection bactérienne de l'estomac. Okay, on est bien contente de l'avoir quand on découvre au cours de la grossesse qu'il y a un parasite. Hein. Là, on fait un suppositoire, on traite le parasite. Okay, donc, il ne faut pas limiter l'usage des huiles, mais par contre, il faut savoir comment s'en servir. Et il faut donc apprendre la liberté d'usage des huiles essentielles. Ça va être crucial dans les années qui viennent.
ils sont franchement au pied du mur. Tout ce qui est, je veux dire, je pense à l'ONU. L'ONU, ils se sont rassemblés il n'y a pas longtemps pour parler de cette énorme menace qu'est la résistance bactérienne. C'est pas un mythe, ça. Hein. Ça, c'est très, très, très vrai. Donc, plus vous allez avoir l'habitude d'avoir recours aux huiles essentielles pour la majorité de vos problèmes, moins vous risquez de vous retrouver face à cette situation où quoi qu'on vous donne, rien ne va vous aider. Alors, ces huiles, elles offrent tellement plus que les médicaments, avec tellement de moins de risques. Tout ce que vous avez à faire, c'est apprendre à les utiliser holistiquement, c'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, avec des règles précises. Et ça, c'est un truc que je vous enseigne. Je vous enseigne ça dans Aroma Pro Simplifié, qui est donc une de mes formations en ligne sur l'aromathérapie holistique, et puis dans un petit livre qui s'appelle, qui est mon manuel d'aromathérapie, dont je me sers tout le temps moi-même avec mes clients. Ces deux outils-là sont extrêmement abordables, extrêmement faciles d'accès. Tout dépend de ce que vous cherchez, de ce que vous êtes capable de ce que vous souhaitez en fait apprendre. C'est vrai que là, tiens, ce sera encore plus simple si je vous montre exactement de quoi ça cause. Je vais vous emmener sur la page de présentation de l'essentiel de l'équilibre, vous verrez de quoi je parle. J'arrive tout de suite. Nous voici sur l'essentiel de l'équilibre. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit sur cette page? Ça s'adresse à ceux qui hésitent à préparer leur propre mélange, hein, ceux qui ont du mal à identifier leur déséquilibre, donc qui ont du mal à savoir de quoi ils ont vraiment besoin. Pareil pour les enfants, c'est pas facile. Quand vous êtes enceinte, vous hésitez, etc. Et donc, dans l'essentiel de l'équilibre, vous avez vraiment le plus important pour ne jamais hésiter. Okay. Voilà, pour les mamans, vous pouvez agir sur vos enfants. Là, j'ai mis le témoignage d'une maman à qui ça a tout changé d'avoir l'essentiel de l'équilibre pour ses enfants. Donc pour tous, voilà, c'est vraiment, ça va depuis la brûlure au second degré jusqu'à des infections à répétition. Hein. Ça remplace les antibiotiques tous les mois. Pour les femmes, bien sûr, il y a tellement de choses que les femmes peuvent utiliser quand on parle d'aromathérapie. Hein. Et puis, voilà, c'est de l'autonomie tout ça. Hein. C'est donc 250 pages avec un abécédaire d'huile essentielle, un récapitulatif des grandes notions d'équilibre qu'il faut connaître. Il y a plein de recettes. Il y a un mini cours de médecine chinoise là-dedans. Il y a des points d'acupression. Il y a des 41 fiches hein, de déséquilibre qui vous résument et récapitulent les grandes lignes d'aromathérapie holistique à appliquer. Et puis bon, il y a des grandes théories psychologiques, mais ça c'est peut-être moins facile à utiliser. Mais c'est quand même la meilleure façon de débuter avec l'aromathérapie holistique et des fiches détaillées. Hein. Et il y en a vraiment pour qui ça a tout changé. Hein. Là, j'en vais envoyer ça à un de mes collègues qui est praticien en Allemagne de médecine chinoise. Et voilà, il m'a remercié de ce cadeau. Maintenant, il utilise beaucoup les huiles pour ses propres clients. D'ailleurs, à ce sujet, donc ça, c'est 250 pages, c'est quand même assez concentré. Hein. Vous pouvez tout à fait préférer ne pas être seul pour aborder tout ça. Hein. Bon, Pierre, lui, c'est un professionnel, il est habitué, c'est un détail pour lui de se mettre là-dedans, mais il y en a plein. Il leur faut quelque chose comme Aroma Pro, par exemple. Alors ça, c'est une version facile, je dirais, d'une grosse formation qui s'appelle Aroma Pro Master, qui s'adresse aussi aux professionnels. Mais là, c'est une formation qui vous donne accès à du coaching. C'est-à-dire qu'il y a des modules en vidéo qui sont très abordables, mais surtout, tous les mois, il y a un coaching. Tout le monde peut venir me poser ses questions, je réponds à tout le monde, c'est consultable indéfiniment. Il y a des mois et des mois et des mois de coaching qui existent depuis des années, qui peuvent être consultés. Ça fait une énorme base de données de questions-réponses. Et d'ailleurs, quand vous avez Aroma Pro, vous avez de toute façon l'essentiel de l'équilibre qui accompagne cette formation-là. Et voilà, c'est des choses que
voilà, ça change tout d'avoir le coaching. Ouais, il y en a beaucoup qui le disent. Euh, d'ailleurs, c'est qui m'avait écrit ça? Ah, mais c'est une petite Canadienne d'ailleurs. Qui m'a dit la première chose qu'elle a fait, c'est se jeter sur le coaching, les enregistrements de coaching, et elle a passé 3 heures à écouter que ça. Euh, voilà, c'est des sessions qui sont extrêmement formatrices. Et surtout, tout ça, c'est une vision holistique. Donc, ça vous apprend à appliquer holistiquement les huiles essentielles. Et là, voilà, vous avez, je vous donnerai le lien pour aller retourner voir ça. Vous avez tous les modules qui vous sont décrits sur cette page. Hein. Donc, je vous redonnerai de quoi aller regarder ça tranquillement. Mais surtout, ce que je voudrais faire maintenant, c'est que vous puissiez avoir facilement accès à ce type d'enseignement, de façon à ce que vous rajoutiez à la liste des gens qui ont la chance de savoir utiliser les huiles essentielles, qu'on puisse faire baisser l'utilisation des antibiotiques, faire baisser l'utilisation toxique des médicaments, alléger le fardeau toxique de la nature et enrayer tout ce gros problème de résistance aux antibiotiques qui vient aussi de l'utilisation excessive de ces produits. Donc, moi, de mon côté, je veux tout faire pour que le plus possible de monde ait accès à cet enseignement. Alors, je vous laisserai quand même une proposition presque, j'espère qu'elle sera irrésistible pour que vous ayez envie de rejoindre mes élèves. Et si ce n'est mes élèves, au moins mes lecteurs, et que vous sachiez vraiment quoi faire avec les huiles essentielles et découvrir cette liberté. Merci d'avoir été là. Je vous écris tout ça sous cette vidéo.